Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 1er octobre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, focus marché maintenant, en commençant par les bourses européennes qui ont donc terminé en baisse mercredi, malgré les bons indicateurs et les espoirs de relance budgétaire aux États-Unis. Eh bien, cela n'a pas suffi à rassurer pleinement les investisseurs européens, dont un climat, on a l'impression qu'ils sont toujours dominés par un climat d'incertitude sur le plan politique et sanitaire. Alors, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, marqué, comme je vous le disais hier, par des attaques personnelles et des interruptions, n'a fait que renforcer les incertitudes sur l'issue du scrutin. Toutefois, on fera le point tout à l'heure dans la partie macro sur les stats des deux candidats. Alors, les actions européennes ont quand même terminé sur un repli, malgré une seconde partie de séance grâce à l'ouverture de Wall Street encourageante, puisque les US, de leur côté, ont terminé dans le vert. Aujourd'hui, la séance sera animée par plusieurs indicateurs, dont l'indice PMI dans le secteur manufacturier en zone euro, l'indice Core PSE aux États-Unis ou encore les inscriptions hebdomadaires au chômage. De son côté, Wall Street a terminé en hausse de quasiment plus de 1%, soutenu essentiellement par les espoirs de voir enfin les négociations sur l'instauration d'un nouveau plan de soutien à une économie qui reste quand même toujours pénalisée par l'épidémie de coronavirus. Donc les trois indices ont bénéficié des déclarations de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui ont tous les deux dit espérer un accord bipartisan sur la question du plan de soutien. À cela, on a quand même eu des indicateurs positifs qui ont aussi soutenu le marché, puisque les données économiques mondiales ont pas mal soutenu la tendance. Presque partout, il y a eu des bons indicateurs, que ce soit l'activité manufacturière en Chine, qui était plus forte que prévu, les ventes au détail en Allemagne, l'emploi privé aux États-Unis et enfin les données immobilières et l'activité dans la région de Chicago. Alors, les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis ont bondi en septembre à 749 000 et sont ressorties bien supérieures, encore une fois, aux attentes des analystes. Enfin, pour terminer, on a aussi eu les promesses de vente au logement aux États-Unis qui, elles, ont bondi de 8,8% en août, encore une fois, surpassant les attentes des analystes. Et l'indice a même atteint un niveau record. Donc, tous ces éléments côté macro qui étaient plutôt positifs. Derrière, on se raccroche aussi toujours à des espoirs d'un nouveau plan budgétaire. Donc, les US, encore une fois, se sont montrés très forts. Autant en Europe, ça a été compliqué, autant outre-Atlantique, eh bien, on a eu un véritable bulldozer sur les US puisqu'on a clôturé sur tous les indices dans le vert. Alors justement, suite à ce débat un peu houleux et très compliqué entre les deux candidats, qui était un peu même déplorable, finalement, c'est Joe Biden qui ressort gagnant de ce premier débat, étant donné que actuellement le consensus le donne victorieux à 58%, Donald Trump uniquement à 42%. Et effectivement, on constate que après ce premier débat, Joe Biden était à 54, il me semble 54%, on est monté à 58%. Et au contraire, Donald Trump, qui lui était à 45, a chuté à 42. Donc effectivement, avoir des propos violents n'est pas forcément positif. Toutefois, ces données sont à prendre avec des pincettes, tout simplement car il est encore trop tôt pour affirmer quel candidat va gagner. Pour rappel, on se rappelle tous de 2016 où le consensus donnait justement Hillary Clinton gagnante et résultat des comptes, c'est Donald Trump qui est passé. Donc ces chiffres, si vous voulez, ces stats, elles peuvent encore bouger énormément
et en général, c'est le cas jusqu'au jour J, presque. Donc là, ça commence à avoir un peu de visibilité. Il y avait quand même un sacré écart, vous voyez, entre la période avril, mai, juin. Là, on a un véritable fossé avec la crise sanitaire. Derrière, Trump a vraiment repris de la hauteur. Aujourd'hui, avec les mouvements Black Lives Matter, la gestion du Covid, eh bien, il perd un peu son avance. Enfin, il n'avait pas vraiment d'avance, mais au contraire, il recule. Joe Biden, lui, au contraire, prend de l'avance. Mais on pourrait très bien encore inverser la tendance d'ici les prochains jours et prochaines semaines. Ça peut aller très vite. Et comme je vous le disais, hein, il y a 4 ans, en 2016, on donnait Hillary Clinton gagnante. Et finalement, la tendance s'est retournée et c'est Donald Trump qui est passé. Mais toutefois, c'est quand même intéressant et ça permet de prendre la température après ce premier débat qui était tant attendu, même s'il a été, on ne va pas se mentir, catastrophique. Ici, c'est un graphique qui représente l'indice Stock 600 européen. Et en fait, on constate que sans les dividendes, le rendement des actions européennes depuis 2000 serait négatif. Et effectivement, depuis 2000, suite à la crise du Covid, actuellement, on est sous la barre à zéro. Donc, les dividendes sont vraiment très importantes. Si vous avez un portefeuille action, il ne faut vraiment pas négliger les dividendes. Toutefois, ces données sont quand même aussi inquiétantes puisqu'elles montrent que sans dividendes, l'Europe sous-performe très largement. Alors que je pense que si on prend le même graphique et qu'on compare le Dow Jones, même sans les dividendes, je pense que le rendement des actions américaines serait positif. Peut-être aussi un impact de l'euro sur le moyen long terme qui a aussi impacté les rendements, certes, mais l'Europe sous-performe de manière générale. Quelqu'un qui aura un portefeuille bien géré, qui sera basé uniquement sur des actions américaines, aura tendance à surperformer très largement l'Europe. Et là, actuellement, c'est le cas aussi depuis la chute qu'on a eue avec le Covid. On a un Nasdaq qui, lui, est positif depuis le début de l'année, un Dow Jones qui est pas loin de ses plus hauts historiques, alors que le CAC est quand même encore bien bas et le Nasdaq surperforme le CAC, mais quand même, on est encore loin derrière le S&P et le Dow Jones. Donc encore une fois, d'où l'importance, les dividendes sont vraiment importantes et d'où l'intérêt de sélectionner des valeurs, surtout si vous êtes orienté sur du moyen long terme, avec des entreprises qui distribuent énormément de dividendes. Donc, sur le long terme, les dividendes sont un joli bonus qu'il ne faut pas négliger, comme le montre ce graphique justement. Et on a certaines boîtes, notamment du CAC 40, dont je pense Air Liquide exactement, qui est plutôt généreuse d'un point de vue des dividendes. Donc après, c'est à l'investisseur particulier de bien choisir ses dossiers, mais encore une fois, il ne faut surtout pas négliger les dividendes qui peuvent être un sacré coup de pouce, surtout si vous êtes un investisseur de moyen long terme. Côté graphique maintenant, on va commencer par notre indice national avec le CAC 40. Encore une fois, ça cale sous l'oblique, ça cale aussi sous le gros niveau 4870. C'est quand même une zone de vente intéressante puisqu'à chaque fois, on est maintenu en échec. Il y a quand même moyen de prendre quelques points. Pour rappel, c'est une fameuse zone d'un point de vue de l'Ishimoku qui est très intéressante puisque la Shiku vient buter sur la Kijun et à la fois sur le plat du nuage, donc un double voire triple si on compte Shiku qui bute niveau de résistance.
En journalier, on constate aussi que par le passé, les prix avaient quand même plutôt bien réagi sur ce niveau de support. Aujourd'hui, il joue un rôle inverse, à savoir celui de résistance. Et ce matin, on est encore une fois venu taper au point près ce niveau et les vendeurs se manifestent très clairement sur ce seuil. Donc, c'est un niveau de vente assez intéressant, je trouve, pour des personnes qui vont pratiquer de l'intrascalping, puisque depuis, voilà, premier échec, il y avait quelques points à prendre, même un peu plus. Là, ce matin, deuxième échec, pareil, le marché cale. En données 4 heures, on est quasiment venu chercher l'objectif de la divergence à 50%. Bon, on a buté à quelques points sur le fameux niveau des 4870, 4000, voilà, 4870, 4880. Pour moi, c'est une énorme zone à travailler. Si on affine en données 1 heure, on constate que le CAC est dans un range, finalement. Ici. Depuis la semaine dernière, on évolue dans un range. Donc, stratégie de trading range, essayer de se rapprocher au plus près de cette zone pour initier des positions vendeuses. Ce matin, on avait une belle étoile filante ici, ça pouvait donner quelques points, mais sinon, pour le moment, on temporise. On latéralise. Je ne pense pas que le CAC va prendre une direction haussière ou baissière avant le NFP. C'est le prochain grand rendez-vous de la semaine. Certes, nous avons les PMI, mais je considère que le NFP est quand même plus important que les PMI. Bien évidemment, ça va impacter les marchés, mais tous les regards seront tournés vers les chiffres de l'emploi aux États-Unis, étant donné qu'on évoque un ralentissement de la reprise. Donc, est-ce que le chômage va diminuer? Au contraire, est-ce qu'il va se stabiliser? Donc, ça va permettre, encore une fois, de prendre la température et de donner un peu de visibilité. Mais à court terme, on est vraiment dans un range et il faut trader la borne haute, la borne basse ou tout simplement attendre la cassure pour se positionner. Là, effectivement, si on casse par le bas, ce serait d'aller chercher très clairement les 4730 points. Venir combler le gap, voilà, qu'on a fait en début de semaine. Mais derrière, pour le moment, ça prend pas en tout cas. On a fait un beau gap vendredi suite à l'envolée sur les bourses américaines, mais on constate tout simplement que ça cale, alors que les US, eux, progressent. En Europe, on est à la traîne, encore une fois. Concernant le DAX se stabilise, pareil, énorme bougie flux et depuis plus rien. Grosse indécision du marché, ça se voit dans les mèches des bougies précédentes. Je pense qu'en données 1 heure, on a exactement le même scénario, voilà, à savoir un range, ici qu'on pourrait même réajuster, mais exactement la même dynamique que sur le CAC. Ici, parfait, voilà. Phase de trading range. Là, on a eu un avalement. Est-ce que ça va passer, sachant que ce matin, le CAC est quand même plombé par Bayer. Il me semble que Bayer, le titre allemand, lâché 15% ce matin. Moins 10. Au plus bas, on a lâché 15. Donc, c'est ce titre qui plombe l'indice allemand, c'est Bayer. Alors, si on retourne sur le DAX, voilà pourquoi le DAX, en tout cas, sous-performe ce matin le CAC 40, en raison du titre Bayer, qui lâche plus de 10%. Mais sinon, la configuration est exactement la même. Essayer de se rapprocher au plus haut de cette borne de range, de la borne haute du range pour initier des ventes et d'attendre la cassure de la borne basse. Pareil pour aller chercher les 12 575 points et si on accélère, venir combler le gap baissier, le gap haussier, pardon, qu'on a fait lundi matin. Le Dow Jones en mode bulldozer. Les futurs étaient dans le rouge hier, on lâchait moins 0,9, on termine à plus 1,20. Très solide les US, comme d'habitude.
Est-ce que l'objectif de ce... On a quasiment atteint l'objectif, vous voyez. Est-ce qu'on a envie de passer neutre? C'est vrai que j'étais étonné hier de voir les US refaire une belle remontada alors que l'Europe était vraiment, semblait en tout cas en difficulté au lendemain du premier débat entre les deux candidats. Et finalement, on se rend compte que le marché s'en moque complètement et se tourne vers des espoirs de relance. Et dès qu'on parle liquidité, dès qu'on parle presse à billets, eh bien, ça stimule les investisseurs. Et actuellement, le Dow Jones, en données daily, ça devient même presque positif. Pareil, je n'ai pas envie d'établir de prévisions sur le Dow Jones à l'approche du NFP. Ça peut être quitte ou double, mais bon, on avait des signaux en fin de semaine dernière qui évoquaient un possible rebond à venir. Un double bottom, l'objectif a été atteint. On va aller voir les futurs même, puisque les futurs sont bien dans le vert. Et effectivement, on prend plus 0,8 encore. On a l'impression qu'on assiste à un nouveau redémarrage haussier. Beau double top, double bottom, pardon. C'est vrai qu'hier, on reculait nettement. Finalement, l'objectif sur les futurs, est-ce qu'il est atteint? Il y a encore un peu de place. C'est vrai que si on regarde sur les futurs, il y a de la place. L'objectif se situe à 28 385. Si on prend vraiment les mèches de ce double creux, il y a encore de la place. Donc plutôt haussier. Pour le moment, les futurs sont dans le vert. Si d'ici la fin de la semaine, le nouveau plan est voté, forcément, je ne vois pas les bourses reculer. Même si ça peut être déjà pricé par les investisseurs, ce sera quand même une très bonne nouvelle. Le seul élément qui pourrait venir plomber les marchés, ce serait un mauvais NFP. Là, effectivement, ça viendrait un peu casser cette ambiance qu'on a eue en début de semaine, avec des bons chiffres côté macro, de bons indicateurs, que ce soit les ventes au logement, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'espoir d'un nouveau plan de relance budgétaire. Donc, ça soutient la tendance actuellement et ça permet le rebond. Donc, compliqué d'être baissier, autant sur les bourses européennes, je suis plutôt baissier vu la dynamique actuelle, autant sur les indices US, on a le sentiment qu'on a fait un point bas et que on est en train de casser Kijun et qu'on va aller chercher, qu'on va faire une nouvelle jambe de hausse. Plutôt haussier, je me montre quand même prudent avec le NFP. Et on a un bel objectif à aller chercher. En tout cas, c'est vrai que si on continue sur cette dynamique, eh bien, le Dow Jones a encore quasiment 500 points à prendre pour aller chercher l'objectif théorique de son double bottom. L'euro USD, à la croisée des chemins. Pareil, j'attends le NFP qui devrait logiquement donner un peu plus de visibilité aussi à cette paire. On est en plein sur la résistance, on a calé dessus hier, là on est pile poil dessus. On n'achète pas une résistance, on attend la cassure. Euh, Étant donné qu'on a le NFP vendredi, bon, on peut très bien se faire une petite frayeur ou un bull trap finalement repartir par le bas. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas dans quel sens l'euro USD va partir et comment il va réagir suite aux annonces. Donc pareil, face à un événement économique très attendu par les opérateurs, il est préférable d'être observateur. Et pour rappel, ne pas trader, c'est aussi trader. Il faut savoir rester à l'écart, aller sur d'autres marchés qui ne seront pas impactés par cette news et s'alléger sur les paires en dollars. Ne pas être trop exposé sur les paires en dollars pour éviter d'être à contre-courant ou d'avoir un retournement de marché si l'on n'est pas dans le bon sens. En tout cas, sur l'euro-dollar, pour l'instant, ça consolide. On donnait une heure, on a
potentiellement un range de consolidation ici, on est en plein dans la résistance. C'est vrai qu'on a le sentiment que ça consolide et que si on arrive à breaker ce niveau de résistance au-dessus des 1,1755, on pourrait aller chercher un peu plus haut. On a un espèce de redémarrage haussier, mais on est sur résistance. Donc, il est nécessaire d'attendre la cassure en clôture pour se positionner. L'AUD-USD, qui était sûrement l'un des plus beaux plans de la semaine, a atteint sa zone. Donc, celles et ceux qui ont suivi cette droite de tendance pour aller chercher la borne haute hebdomadaire, la deuxième zone hebdomadaire est juste ici. Donc, on est venu la taper. Voilà. Donc, on est sur une zone hebdomadaire et ça devient intéressant. Ça pourrait être une zone où il faudrait commencer à chercher des ventes, en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut vendre, je dis qu'il faut commencer à chercher, potentiellement si un signal de retournement se met en place. On a une belle moyenne mobile 50, une belle Kijun, c'est aussi une zone de prix hebdomadaire comme j'ai pu vous le montrer. On a la MM200 qui n'est pas très loin, c'est une zone qui a été travaillée à de nombreuses reprises par le passé. Donc ça devient intéressant pour celles et ceux qui étaient à l'achat pour tenter un reverse si les prix sont maintenus en échec sur ce niveau. Donc, pareil, le NFP, étant donné qu'on est sur une paire en dollars, devrait aussi impacter cette paire. Toutefois, à surveiller. Pour l'instant, je note aucun signal de retournement. Toutefois, on s'approche d'une belle zone. La divergence a parfaitement fonctionné. On est même allé chercher le niveau des 61,8. Donc, si ça casse, encore une fois, hein, pour celles et ceux qui sont encore à l'achat, vous pouvez aussi miser sur le fait que le marché va casser cette résistance, elle est à la hausse. Donc, tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, il faut essayer d'accompagner le plus loin possible cette reprise jusqu'à avoir un essoufflement. Et par contre, oui, si on constate un changement de retournement, une bougie bien baissière, bien flue, dans ce cas-là, ce serait de couper sa position acheteuse et de faire un reverse, ce qu'on appelle initier une position vendeuse pour faire un trading range. Et on pourrait assister en fait à une nouvelle phase de trading range entre les deux bornes, juste ici. Voilà. Donc là, une anticipation de range avec potentiellement une stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Mais pour l'instant, que ce soit donné 1 heure, 4 heures ou même daily, c'est haussier et il n'y a pas de signal de retournement. J'évoque juste une zone de prix qui m'intéresse, mais en l'absence d'un signal technique, on ne s'amuse pas à vendre une résistance parce que les prix sont venus la chercher. Ce n'est pas suffisant. Il faut certes identifier la zone, mais en parallèle, il nous faut un signal technique. Potentiellement, on a une petite divergence 1 heure, juste ici. S'il veut bien me la prendre. Elle est très légère, mais à surveiller. Divergence horaire, j'aimerais bien qu'on ait une confirmation par la suite avec une bougie 4 heures flux et qu'on vienne casser l'oblique. Et là, on aurait vraiment un signal d'un potentiel range à venir sur cette paire. L'euro CHF, alors il se passe absolument rien sur l'euro CHF depuis maintenant 2 mois. On est toujours dans un range, encore une fois, phase de trading range. Donc vendre la borne haute et se positionner à l'achat sur la borne basse, ou bien attendre la cassure. Les 1,0840 constituent un énorme niveau technique. C'est une belle zone de polarité juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc support, ça casse, excès, on repart, et là, résistance. Donc on a une magnifique zone de résistance, je pense, à mettre à profit, à travailler en tout cas à la vente. Et derrière, on se rend compte qu'en mensuel, on a cette oblique
depuis 2007, ici, voilà, qui vient quasiment, vous voyez, freiner l'ascension des prix. En tout cas, on a déjà un point de contact, 2 points de contact, et le 3e point de contact sur la bougie, nouvelle bougie mensuelle, se ferait sur les 1,0840, 1,0850. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué, c'est une zone de polarité d'un point de vue des prix en données journalières et en données mensuelles. On a une magnifique oblique baissière de très long terme qui vient renforcer notre niveau de résistance. Se rapprocher au plus près de ce niveau sur l'euro-dollar correspond aussi à se rapprocher de la borne haute du range. Et pour le moment, ça bloque, et plus on va avancer, plus on va se rapprocher, vous voyez, de cette fameuse oblique. Et donc, ça peut être intéressant de commencer à mettre en place des stratégies short proches de cette oblique avec un signal de retournement encore une fois. Le gold maintenant. Break des 1880, pour le moment ça tient. Le véritable palier à passer, c'est les 1922. 1920, on va arrondir. 1920. Ici, on est toujours potentiellement dans ce biseau. Et effectivement, si ça consolide et qu'on ne repart pas purger une nouvelle fois, la cassure dès 1920 pourrait constituer un signal technique sur le métal jaune. Pour l'instant, il est encore trop tôt. Ça reprend des couleurs, c'est plutôt encourageant. On a l'impression que suite à cet excès d'optimisme, même si les fondamentaux plaident très clairement pour une poursuite du flux, un marché ne monte pas verticalement. Donc là, c'était le cas. On reprend son souffle. Le marché est en train de reprendre son souffle et donc un nouveau break dès 1900 de ce fameux support maintenant qui sert de résistance qu'on a travaillé durant quasiment tout le mois d'août ouvrirait la voie à de nouvelles perspectives haussières sur l'once d'or. En hebdo, pas grand chose à dire. Voyons voir la tête de la bougie mensuelle. Le support est sauvé en mensuel. Donc ça aussi, c'est un bon point technique. On n'a pas enfoncé le support au mensuel, on est venu le sauver. Par contre, j'aime pas la tête de cette configuration, puisque ça ressemble quand même à une étoile du soir, avec une belle bougie flux. On est même sur une étoile du soir doji, un beau doji, derrière une bougie flux. Ce qui est encourageant dans ce pattern, enfin, ce qui est encourageant dans l'invalidation de ce pattern, c'est cette bougie-là. Normalement, une vraie étoile du soir, il faut que cette bougie clôture, si vous voulez, dans plus, pour vous montrer, voilà, il faut qu'on retrace plus de 50% du corps de la première bougie. Et là, on s'est arrêté pile poil avant le niveau des 50. Donc, en soi aussi qu'on ait une énorme bougie flux, le niveau des 50, ce retracement de 50 constitue un niveau de support. Et là, comme par hasard, comme quoi c'est bien fait l'analyse technique, vous constatez que, pour autant je n'ai jamais bougé mon niveau de prix, mais le retracement de 50% de cette bougie correspond à mon niveau de prix des 1880. Donc ça, c'est un très bon point technique pour le gold. Et on a tenu. Donc ça, c'est encourageant pour la suite et ce qui pourrait faire dysfonctionner le pattern puisqu'on n'a pas cassé et clôturé, on n'a pas retracé plus de 50%, si vous voulez. Donc, la figure, enfin le pattern n'est pas totalement, enfin n'est pas complet. Il est certes, on pourrait dire validé en soi, vu qu'il y a vraiment la structure, mais on n'a pas les conditions de renforcement, si vous voulez. Donc derrière, ça pourrait dysfonctionner. Et tant qu'on n'enfonce pas le support, les perspectives, de toute façon, sont toujours haussières sur le métal jaune. Le Brent.
La bougie mensuelle ressemble à un avalement avec un gap haussier. On a quand même avalé, donc un avalement, prudence, peut-être une fin de hausse, une stabilisation même à venir sur le Brent. En hebdomadaire, pour l'instant, les supports tiennent. On se stabilise. Toujours un biais baissier pour ma part sur le Brent. Le support a finalement tenu hier. Incroyable. Incroyable. Finalement, ça ne casse pas. On ne veut pas casser la zone 41,40, 41,5 et on bataille. Toujours le sentiment que cette hausse est très limitée. Moyenne mobile 200 qui arrive, qui fonce sur les prix, MM50. Pas évident. Pas évident. Le Brent, finalement, fausse cassure. On peut de nouveau réajuster la borne basse de ce triangle et de se dire, finalement, le triangle, eh bien, il est ici. Voilà. Voilà, on va essayer de cadrer un peu cette dynamique qui est compliquée, je trouve, sur le pétrole. Il nous fait un peu le yo-yo, mais le sentiment d'avoir un triangle descendant. Pareil, attendons vraiment la cassure des 41 et non pas des 41,50. Parce qu'en daily, on tente, on fait des incursions sous le niveau et derrière, hop, ça reprend. Pareil ici, des belles mèches. Donc, on a tracé ce triangle. Et logiquement, la sortie devrait donner le tempo pour la suite. Mais j'envisage plutôt une sortie baissière. Le light. Alors le light, j'ai réajusté ma zone. En fait, cette fameuse zone, grosse zone trimestrielle, je l'ai supprimée et je considère, j'aurais dû le faire avant, je ne l'avais pas remarqué, mais comprenant le point haut et le point bas, prenant vraiment la vraie dernière vague de baisse, et en mettant un Fibo, on obtient un résultat plutôt positif, je dirais, ou même des seuils qui sont vraiment respectés au point près. Car si on reprend cette dernière vague et qu'on cale un Fibo, eh bien le niveau des 61,8 correspond à la zone hebdomadaire. Les prix sont venus chercher ce niveau quasiment au dollar près avant de repartir, et le niveau des 50, lui, on voit que c'est là où les prix se sont quand même arrêtés. Niveau des 50, vous voyez que voilà, au point près, finalement, on est venu chercher le niveau des 50. Pareil pour le niveau des 38,2, je trouve qu'il est plutôt pertinent, en tout cas. Ce retracement est assez pertinent, effectivement. Pareil pour le niveau des 38,2, on voit qu'on est venu stopper ici, paf, quand ça a cassé, on est venu pullbacker. Donc le niveau des 38,2 est intéressant, le niveau des 50, là pareil, hein, qu'on a retracé, on a fait de la mèche, mais en clôture, on était sur le niveau des 50, ici on est venu une nouvelle fois taper le niveau des 50, donc finalement, les retracements de Fibo sont toujours très utiles quand on cherche à mettre des niveaux de support ou de résistance et qu'on a besoin d'y voir un peu plus clair sur nos graphiques. Donc là, je vais les laisser car je trouve que tous les niveaux sont vraiment très utiles, que ce soit les 61,8, le 50 ou le 38,2. Mais sinon, la configuration est exactement la même que sur le Brent. Sentiment qu'on est prisonnier dans ce niveau et qu'on a une énorme bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et que tant qu'on n'enfonce pas les niveaux de support, difficile d'établir un plan sur le pétrole. Que pour l'instant,
ce n'est pas un secteur, ce n'est pas un marché très facile à trader. Comme je vous le disais, lors des précédentes émissions, il faut aller là où se passe l'action. Pour le coup, sur le pétrole actuellement, c'est pas un marché très facile, c'est pas un marché très évident. On a des opérateurs qui réagissent de façon un peu irrationnelle, qui se reconnectent avec les fondamentaux sur l'évolution de l'épidémie, puis finalement le lendemain on reprend 2%. On évolue sans direction claire, et des investisseurs qui sont un peu tiraillés entre les mauvaises news concernant la demande et puis les espoirs finalement de ne pas voir plutôt un ralentissement économique et de voir un secteur pétrolier, de voir en tout cas une demande qui va croître au cours des semaines et des mois à venir et de ne pas subir un nouveau confinement. Mais en données 4 heures, c'est vraiment la machine à laver. Haut, bas, haut, bas. Le triangle ici, il n'y a même pas de triangle. Faut attendre que la poussière retombe sur le pétrole, tout simplement. Pour le moment, on est en pleine indécision, on latéralise, c'est même pas un beau range. Le marché hésite. Donc, attendons un mouvement flux, tout simplement, pour mettre en place tout simplement une nouvelle stratégie sur le pétrole. Mais actuellement, comme depuis plusieurs séances, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Le Bitcoin, quant à lui, eh bien, il tente le redémarrage haussier. Mais pareil, il faut attendre la cassure. La cassure des 10 900, puisqu'on a une résistance dans le range. Je vais quand même regarder la clôture mensuelle. Ouais. Clôture mensuelle sous les 10 900, par contre, ça c'est un peu dommage. Ça aurait été beau qu'on fasse une belle clôture mensuelle au-dessus des 10 900. Bon, rien n'est perdu, mais à surveiller. Voilà. Le break de la MM50 et de la ligne de coup de ce fameux double creux permettrait de relancer la dynamique haussière pour aller chercher les 12 000. Donc ici, pour l'instant, il est trop tôt pour se positionner à l'achat, au risque de se prendre une rotation des prix vers la borne basse. Donc, encore une fois, le niveau à surveiller, ce sera le break de la même 50 et la sortie par le haut du nuage, qui devrait permettre d'envoyer les prix vers le fameux niveau des 12 000. Et ça, c'est le pivot après à franchir pour accélérer vers de nouveau plus haut. Mais pour l'instant, on est dans un range et donc il faut laisser du temps au temps. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite aussi à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et donc on se retrouve demain pour faire un grand point avant le fameux NFP.